Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette émission que vous aimez beaucoup, l'émission Espace Libre. Espace Libre, c'est aussi la libre opinion où chacun de nous, chaque Congolais vient étaler ses idées, son point de vue par rapport à tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Et spécialement aujourd'hui, nous recevons pour vous un pionnier en ce qui concerne la lutte citoyenne. Lui, c'est monsieur Joseph Godé Kayembe, qui est président national de la Société civile patriotique du Congo. C'est avec lui que nous allons devoir, en tout cas, nous entretenir autour de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi de la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, de la résolution 2773 telle que prise par les conseils de sécurité des Nations Unies, mais aussi l'arrivée ici à Kinshasa du procureur général de la CPI. Voilà un peu autour de quoi va tourner notre entretien de ce jour. Alors directement, je m'en vais dire bonjour monsieur Joseph Godé Kayembe. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Vous dites que vous allez bien pendant qu'à l'est de la République démocratique du Congo, ça ne va pas. Et physiquement, ça va bien, mais moralement, je suis abattu parce que la situation dramatique qui traverse notre pays ne peut mettre personne. La situation dramatique qui traverse notre pays ne peut permettre à personne d'être à l'aise. Ok. Parce que du moment où Goma ou Bukavu sont occupés, moralement, ne sont pas en place. Parce que je me souviens que lorsqu'on a pris Goma, Goma, ma fille a pleuré toute la nuit. Ok. Elle n'est pas de là, elle a pleuré toute la nuit. Elle a regretté que nous ne soyons pas capables de pouvoir nous protéger. Ok. Et tout ce qui se passe à l'Est, ça nous met très mal à l'aise. Surtout que nous occupons des femmes et des enfants. Ok. Nous ne voulons pas voir les images qu'on voit. On se dit qu'il y a quelque chose où on vit dans un autre siècle. Oui, vous avez dit tout de suite que vous occupez aussi des femmes et des enfants. C'est dans le cadre de la Lisadel. Alors ceux qui nous suivent peuvent à savoir un peu quelque chose par rapport à la Lisadel, mais aussi à la société patriotique, à la société civile patriotique du Congo. La Lisadel travaille pour la protection des femmes et des enfants. Et cela, ça fait déjà 30 ans. Ok. C'est une organisation de référence qui travaille sur la prise en charge des femmes victimes de violences, des femmes violées, des femmes abandonnées, des femmes qui ont besoin d'un accompagnement. Okay. Nous avons un collectif d'avocats qui fait l'accompagnement judiciaire gratuit et nous avons aussi un collectif de psychologues qui fait la prise en charge psychologique gratuitement. Parce que la femme est violée, elle a besoin d'un accompagnement. Nous avons, la Lisadel a mis en place un mécanisme pour la prise en charge, ce qu'on appelle les cliniques juridiques. Okay. Où il y a les assistants sociaux, les psychologues, les juristes pour accompagner, faciliter l'accès à la justice, faciliter la prise en charge des victimes de violences. Et aussi, il a créé un centre de transit pour héberger les femmes qui sont vulnérables, qui sont victimes de violences et qui peuvent, dont les dossiers sont en justice. Il peut les héberger transitoirement pendant 3-4 mois par leur charge pour que son dossier évolue. Okay. Et pendant ce temps-là, ils bénéficient de la formation professionnelle dans notre centre de foyer, dans notre foyer social. Ils bénéficient de la formation professionnelle de telle sorte que quand nous avons les moyens, on met à sa disposition les kits de réinsertion économique. Okay. Voilà un peu brièvement ce que nous faisons. Et de la Lisadel à la société civile patriotique du Congo. Et nous avons mis en place une plateforme oui. Où il y a des églises, il y a des organisations qui travaillent effectivement pour le Congo. Okay. Nous avons parlé de la société civile patriotique parce qu'à l'opposé de la société civile qui travaille soit pour l'Occident ou soit qui travaille pour justifier le fonds reçu de l'Occident. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis du domaine. Alors nous avons mis en place une société civile qui travaille, qui aide le gouvernement à avancer, qui aide le pays à avancer, ce qu'on appelle société civile patriotique, dont je suis le président.
Vous êtes le président de la société civile patriotique du Congo. Alors, c'est quoi déjà votre lutte par rapport à cette société civile patriotique du Congo? On vous reconnaît un homme à franc-parler et certaines sources nous ont même renseigné que ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé cette lutte-là. C'est quoi l'objectif même de votre lutte? Alors, nous luttons pour, d'abord, pour la liberté d'expression, pour la protection des personnes vulnérables. Nous luttons pour que l'État congolais puisse jouer son rôle sur la scène tant nationale qu'internationale. Donc nous luttons pour aider le gouvernement à réaliser sa vision. Au lieu de passer le temps à faire des rapports aux Nations Unies contre le gouvernement, nous faisons des plaidoyers auprès du gouvernement pour que le gouvernement change sa politique et travaille réellement pour la République. De telle sorte que quand il travaille, le bénéficiaire, ce sont les femmes et les enfants. Alors s'il travaille bien, ce sont les femmes qui vont bénéficier. Au lieu de faire des rapports à l'Occident, qui par contre pourra pouvoir élaborer les résolutions qui vont anéantir le Congo, nous travaillons auprès des autorités pour leur montrer ce qu'ils doivent faire en faveur de la population. Ce que les autorités doivent faire en faveur de la population, est-ce que la population congolaise elle-même applaudit vos actions? Est-ce que cette population congolaise est d'accord avec votre lutte? Est-ce que cette population congolaise se reconnaît en vous? La population congolaise se reconnaît en nous parce que lorsque nous avons fait appel pour la première fois, nous sommes les premiers Congolais à dénoncer la complicité de la communauté internationale dans ce qui se passe à l'Est. C'est nous qui avons dénoncé les États-Unis d'Amérique, l'Occident, l'Union européenne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique à l'époque. Et c'est nous qui avons demandé au peuple congolais d'aller manifester dans les ambassades à l'époque. Et donc, il faut montrer que la population nous écoute. Deuxièmement, c'est nous qui avons organisé la marche à l'époque vers les ambassades. Et la population nous a écoutés, nous a suivis. Et aussi, nous avons travaillé avec les églises dernièrement pour participer, pour organiser la prière en faveur. La prière écuménique. Écuménique, nous avons été associés à cela avec les églises. Nous sommes en train de travailler. Nous avons travaillé pour qu'il marche. La fois passée, le dimanche passé, malheureusement, le ministre de l'Intérieur avait estimé, et comme il y avait beaucoup de menaces contre l'Église catholique, il a préféré que ça soit reporté. Donc au moins, nous travaillons de cette manière-là et nous sommes suivis et la population nous écoute. Vous avez dit tout de suite là que c'est vous qui avez annoncé pour la première fois la complicité de la communauté internationale dans ce qui se passe à l'est de notre pays. Aujourd'hui, Goma est sous occupation, Bukavu sous occupation. Vous, en tant que président national de la société civile patriotique du Congo, quelle lecture faites-vous de l'actuelle situation sécuritaire de notre pays? Je suis très peiné quand je parle de ça. Très peiné parce que les autorités congolaises n'ont pas joué leur rôle. Ah bon? Que ce soit politique et que ce soit également militaire. Politique, ça dit que lorsque le président de la République prend le pouvoir, il s'aperçoit qu'il y avait un accord qui avait été signé par Kabila avec le Rwandais, où il confiait la gestion sécuritaire au Rwanda de toutes ces provinces, aussi la gestion des mines. Quand il a remarqué ça, la première chose qu'il devait mettre en place, c'est la stratégie pour faire la guerre au Rwanda. Parce qu'il devait savoir que s'il touche ça, c'est la guerre qui va commencer. Il fallait commencer à préparer la guerre. Donc j'ai l'impression que le président, il a cru aux Congolais, à la transformation des Congolais. Il a cru que quand on dit que ce sont les militaires de Kabila, il dit que ce sont les Congolais, ce ne sont pas les militaires de Kabila. Il a pensé qu'il pouvait changer, faire des militaires congolais. Mais malheureusement, militaire patriote. Il a acheté les armes pour donner à ces gens-là. Mais il a oublié un aspect, que
le deux tiers un tiers de ces militaires étaient composés de Rwandais. Il a oublié ça. Il a oublié que un tiers de militaires congolais qui étaient là-bas étaient conçus de Rwandais. Et la plupart des commandements étaient gérés par le Rwanda. Okay. Il a oublié ça. Okay. Et ce qui a fait que il a acheté les armes. Ouais, qu'il a acheté les armes pour renforcer la sécurité du Congo. Et ces armes, il les a achetées pour les militaires du Rwanda. Le militaire qui était à l'Est sont les militaires du Rwanda. Ah bon? Parce que le Rwandais... Mais ça, c'est quelque chose que vous révélez. Oui, effectivement, parce que les accords démontraient que lorsque Kabila devait nommer un commandant, un chef de troupes, Kagame devait être d'accord. C'est-à-dire que tous les chefs de troupes, tous les commandants, tous les généraux qui étaient là-bas, c'était les hommes de Kagame. Okay. Et ça, président a perdu de vue. Okay. Il a cru au Congo, il a cru que les gens là ne pouvaient se surpasser pour lutter, pour protéger la population. Et à sa grande surprise, il s'est rendu compte en retard que ces gens-là étaient tous à la merci, au service des Kagame. Voilà pourquoi quand la guerre a commencé, tout le monde a abandonné. Notre peuple à son propre sort. Et d'ailleurs, en principe, dans un pays organisé, toutes ces personnes, on devait les tuer. Tous les généraux, les officiers doivent abandonner la population à la merci du Rwanda. Tous ces gens-là, on devait les tuer dans un pays normal. Okay. Mais comme nous sommes dans un pays anormal, c'est pourquoi vous le voyez, en tant qu'accord d'entrée de rouler avec l'équipe, c'est qu'il y a des commandants, tout ça. Des démissions. Non, parce que nous sommes dans un pays anormal. Normalement, dès que vous tournez les dos contre l'ennemi, on devait vous abattre. Imaginez-vous, et lorsqu'ils sont, parce qu'ils sont les militaires, que la population congolaise contribue pour les racheter les uniformes, pour les payer, pour sa protection. Si le militaire n'arrive pas, quitte sa position, abandonne la population, en principe, il n'a pas le droit de vivre. Un militaire qui fait ça n'a pas le droit de vivre. Parce qu'il est censé, avant d'atteindre la population, comme nous les connaissons aujourd'hui, le Rwandais devrait exterminer nos militaires avant d'atteindre la population. Mais nos militaires, quand ils les abandonnent, ils n'ont pas droit à la vie. Je crois que l'unique sanction qu'on devait donner à ces gens-là, c'était de les tuer tous. Parce qu'ils ont fait un crime en abandonnant le peuple à la merci des étrangers. Alors, ils ont abandonné le peuple à la merci des étrangers. C'est ce qui a fait que nous puissions perdre un grand nombre de compatriotes congolais. On a perdu un grand nombre de compatriotes. Que ce soit à Goma ou à Bukavu. La situation est dramatique. Je pense que le président, bien que civil, mais il avait pris des dispositions, croyant qu'il avait affaire aux Congolais normaux, qui devaient travailler pour le Congo. Mais malheureusement, hélas, il s'est retrouvé en difficulté en présence des gens qui ont changé immédiatement les Kazakhs pour nous montrer leur propre face. Et nous déplorons ce qui arrive. Mais je ne sais pas exactement comment on peut s'en sortir. On peut sentir en vous déjà cette compassion que vous avez. Alors avant même d'aller plus loin, est-ce que vous avez déjà un message pour cette population de Goma, de Bukavu, encore dans l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo? Je pense que sur le plan stratégique, et c'est la bêtise que je constate, lorsque nous sentons que notre population est menacée et qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour résister, on devait armer cette population. Au lieu de tuer les individus comme les chèvres, ils devaient détenir les armes, se battre avec le Rwandais. Je suis convaincu, si à Goma, à Bukavu, tous les jeunes étaient enrôlés dans l'armée, armés, je ne pense pas que le Rwandais allez se permettre de faire ce que nous vous avions suivi dans l'une des interviews que vous avez accordées à nos confrères dans différents médias. Vous avez souhaité que l'on vote une loi pour que la détention de l'arme soit légale. Oui. Est-ce que vous persistez à ça? Je crois que pour sauver ce pays qui est menacé d'extension, pour sauver cette population qui est menacée de disparition, il faut absolument que la détention de l'arme soit légalisée. Okay. Il faut que l'État congolais arrive à voter une loi qui rend la détention des armes une obligation légale. Avec déjà la mentalité des Congolais dont vous décriez déjà. Je vous en prie, partout, il y a toujours des mentalités. Même les Américains, pour arriver là où ils sont, ils étaient des primitifs. Il y avait des gangs aux États-Unis qui portaient les armes, qui faisaient n'importe quoi. Mais l'État
à l'impérium, il a le pouvoir parce qu'il a l'armée. Ok. Donc, s'il y a un groupe de gens qui s'avertuent à faire n'importe quoi, l'État va les réprimer. Ok. Mais néanmoins, il n'y aura pas de massacre. Ok. Au moins, il n'y aura pas de massacre. Il n'y aura pas de massacre de 10 000 personnes. Il n'y aura pas de massacre de 1 million, 10 millions de personnes. Il n'y en aura pas. Les gens peuvent se tirer, ils sont fâchés, ils se battent, ils peuvent se tirer entre eux, mais ça peut faire 2-3 victimes, mais au moins, on aura sécurisé la grande majorité. Donc, c'est quoi que le problème d'armes, le port d'armes, Oui. ne peut pas être lié au comportement des individus. Ok. Et les dire, c'est comme si nous sommes un peuple rare au monde, un peuple bête au monde qui peut, à tout moment, par les armes, commencer à se tuer. Je sais que, même aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a des gangs, ça existe partout à travers le monde, et ce n'est pas seulement ici au Congo, mais néanmoins, si quelqu'un, même les bandits qui veulent venir chez toi, s'ils savent que tu es armé chez toi à la maison, il ne faut pas entrer. Vous vous appelez... Vous entrez et vous serez épargné de mourir. Vous vous appelez déjà Monsieur Joseph. Je retiens d'abord ça. C'est Monsieur Joseph Godet, mais je me limite d'abord à Monsieur Joseph. Il y a un autre Joseph qui fut ancien président de la République démocratique du Congo, qui, par rapport à cette situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays, a fait une sortie médiatique pendant que, depuis qu'il a quitté le pouvoir, ça fait déjà 6 ans jour pour jour, il n'a jamais tenu parole. Mais récemment, il a quand même pris la parole en public. Cette sortie médiatique-là, vous, en tant que compatriote congolais, en tant que président d'une structure de la société civile, comment l'avez-vous accueilli, cette sortie médiatique? Tu sais, le malheur pour ce pays-ci, c'est d'avoir été dirigé par Mobutu. Notre malheur, qui pouvait connaître notre malheur, c'est d'avoir été dirigé par Mobutu. Parce que Mobutu a eu la mission d'anéantir le Congo. Il a anéanti le Congo. Il a laissé un pays qui était prospère en 60. Il a laissé comme un pays pauvre. Mobutu a tout fait pour détruire le Congo. Il a détruit le Congo. Et Mobutu, quand il partait, comme il avait un plan qu'il avait monté avec l'Occident, de tuer tous les Congolais, de tuer tous les généraux, d'anéantir notre armée, Mobutu n'a pas communiqué à qui que ce soit. Il savait qu'après lui, c'est le déluge. Et voilà ça, pourquoi, au moins, il a prononcé. Voilà, il l'a dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons connu les gens comme Kabila. Kabila pouvait être président dans un pays comme un grand pays comme le Congo. Dans un pays normal, Kabila peut être président. Kabila ne peut pas être président. Pourquoi pas? Kabila c'était un criminel. Il veut être président comment? Dans un pays comme le Congo. Un type qui n'a jamais été à l'école, qui ne sait pas lire. Non, c'est un docteur actuellement. Il est devenu docteur, ça ne se convient pas. Actuellement. Il s'est concentré pour étudier après. Oui. Mais il sort comme ça, guinéen, un Rwandais. Il sort guinéen. Non, un président qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Nos amis Katangé ont fabriqué un monstre. Pendant 18 ans. Nos amis Katangé ont fabriqué un monstre pour... S'il était Katangé, pourquoi il a tué tous les leaders de Katangé? Pourquoi il a tué tous les membres de la famille de Kabila? Pourquoi il l'a tué? Kabila le père. Pourquoi il l'a tué? S'il était Katangé. Pourquoi il a tué tous les leaders de Katangé? Et tous les fils, les enfants de Kabila le père, il les a tués pourquoi? Donc c'est un étranger qui est venu, qui s'est imposé pendant 18 ans en train de détruire le pays. Il a détruit l'économie du pays de manière systématique. Il a fait une économie parallèle. Un type qui est venu pauvre, il sort de ce pays avec 21 milliards d'euros. Kabila, c'est un multimilliardaire aujourd'hui. Et tu peux t'imaginer que c'est cette personne-là qui a dirigé ce pays, qui a laissé le pays non seulement détruit sur le plan économique, appauvri, et qui a créé une économie parallèle, qui a non seulement fait ça, il a laissé les services de sécurité infiltrés, les services militaires, ils ont fait l'armée infiltrée, affaiblie. Est-ce que ce qu'il a dit dans sa tribune, c'est des mensonges? Est-ce que ce qu'il a dit est faux ou soit c'est vrai, ce qu'il a dit? On ne peut pas voir la leçon de Kabila. On ne peut pas voir la leçon de Kabila. Kabila a pillé le pays, il a laissé le pays abandonné. Mais vous défendez quand même la liberté d'expression. Il peut s'exprimer en tant que Congolais. Et sénateur à vie. Ce qu'il a fait de ce pays, tu sais, ce qu'il a fait de ce pays, Kabila devait se taire tout simplement. Il a piégé le pays. Il devait se taire tout simplement. Il n'a même pas le droit de passer par quoi que ce soit. Dans un pays normal, il aurait une révolution. Tous ces gens de Kabila, avec Kabila, n'allaient pas voir au chapitre. Mais comme nous sommes en train de chercher à faire ajouter dans la démocratie,
On accepte que tout le monde parle. Mais eux ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ont la situation que nous avons aujourd'hui. Si la corruption, si la mentalité des Congolais est renversée, pendant 18 ans, ils ont travaillé à renverser la mentalité. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé de mal dans son discours, dans sa tribune, dans ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous avez trouvé de mal? Ce qui le reproche, de quoi il parle? De quoi il parle? Chebeya, il est mort quand? Qui a tué Chebeya? Notre collègue. Celui qui a tué Chebeya. Il parle de quoi? Qui a bombardé l'île de Pesse? Vous vous rappelez, l'île de Pesse a été bombardée une fois. On a brûlé les gens dans la maison à l'île de Pesse. Il parle de régime tyrannique. Qu'il avait fait. C'était lui qui l'avait fait. Et est-ce que, du temps de Kabila, on pouvait parler librement? Du temps de Kabila, on peut parler librement. Lui parle de la mauvaise gouvernance. Tu veux parler librement et dormir? Je ne peux pas dire que la mauvaise gouvernance qui est au pays ici, je ne peux pas dire ça. Mais moi, je dois l'annoncer. Ceux qui doivent dénoncer, c'est nous qui devons dénoncer. Lui n'a pas droit de dénoncer parce que lui a fait pire que ça. Lui a fait pire que ça. Il est quand même sénateur à vie, constitutionnellement parlant. Qu'il soit sénateur de la vie. Mais compte tenu du fait de ce qu'il a fait pour contre ce pays, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler parce qu'il n'a pas de leçon à donner. C'est une sortie ratée. Il n'a pas de leçon à donner, c'est une sortie ratée. Il devait se taire tout simplement et disparaître. Tu sais que Kabila, et ça je suis avec toi ici, Kabila a eu la chance exceptionnelle. Laquelle? Parce qu'il sait qu'il est au pouvoir. Qu'il sait qu'il a beaucoup protégé. Kabila serait déjà à la CPI. Je vais te dire pourquoi. Tu ne peux pas tuer un Américain au monde ici, rester vivant et subsister. Si tu tues un Américain, il faut considérer qu'avant ta mort, tu dois te tuer par les Américains. Mais Kabila a tué 2 Américains à Canada. Il est vivant grâce à Félix. C'est Félix qui a voulu éviter qu'on puisse l'arrêter. Il a protégé. Félix, comme il n'a pas la haine en lui, il tenait à le protéger. Si c'était vous, lui-même s'expose. Si c'était vous au pouvoir. Moi, au pouvoir, le même jour, on le prend, on l'amène. Le même jour, moi, si j'étais président de la République dans ce pays-ci, Kabila n'allait pas vivre ici. D'abord, j'allais tout faire pour qu'on l'arrête. Il l'humiliait. Parce qu'il a fait des choses incroyables contre notre République. Il a fait des choses, il a tué des gens, il a tué nos collègues de la société civile. Chebeya, un grand défenseur de l'homme. Il a tué des gens, il a fait droit à la vie. Mais néanmoins, comme le président a mené une autre vision, comme il a un homme d'un grand cœur, il a pensé que l'équipe pouvait changer. L'équipe n'a pas changé. Par contre, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui lui a créé ça. C'est lui qui a créé tout ça. Parce qu'il est lui qui a mis en place le mécanisme pour affaiblir l'armée, pour signer les accords avec le Rwanda, pour que notre pays, l'Est, puisse dépendre de Kagame. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a facilité la tuerie de 10 millions de personnes. C'est lui qui a facilité l'affaiblissement de notre armée, nos services de sécurité. C'est lui qui a introduit le tour au Rwandais partout. Mais à vous entendre parler, c'est comme si Kabila n'a rien fait de bon dans ces pays pendant ces 18 ans. Kabila, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Dis-moi, tu peux me citer quelque chose de bon qu'il a fait dans ce pays? Moi, je vous pose juste les questions. En dehors de boulevard ici qu'il a grandi, il a fait quoi d'autre? Il a eu l'argent pour construire les écoles. Aujourd'hui, il a unifié les pays parce que quand il venait au pouvoir, il y avait en fait un pays qui était divisé. Il y avait un pays qui était divisé à l'est et puis même de l'autre côté de Kisangani et tout ça. Et lui a amené quand même le projet de la constitution. On a voté au référendum et puis on a mis en place cette constitution. Il a organisé les premières, les deuxièmes élections libres et transparentes. Tout ça, ce sont ses œuvres quand même. Je pense que je ne veux pas entrer dans les détails par rapport à ça. Quand vous parlez des élections libres et transparentes, les élections de 2006, qui avait gagné? C'était lui. C'était Bemba qui avait gagné. Je connais ce que je t'ai dit. Il y a eu l'Occident, l'Union européenne, qui a mené ce qu'on appelle effort. Vous connaissez l'effort? L'effort, c'est une armée de l'Occident qui l'avait envoyé ici pour imposer Kabila au pouvoir. Bemba a été voté. L'Occident avait amené l'effort, l'Union européenne, pour qu'éventuellement, s'il y a... Moi, j'ai parlé avec Aldo Aelo dans le bureau de la maison d'un ambassadeur, où nous avons été réunis avec l'Union européenne. Il était question que s'il y a un Congolais qui osait faire, qui allait se révolter
à la suite de publication des résultats, que les avions qui étaient basés au Gabon viennent bombarder le Congolais. Kabila, il a été imposé par l'Occident, il a été imposé par l'Union européenne pour être président en 2006. En 2011, tu penses que Kabila pouvait battre Sédom Roum. Sédom a gagné les élections, mais c'est Kabila qui a été imposé. On a même menti qui sait qu'il dit, que allait dire aux Congolais de dormir tranquillement, nous allons vous donner le pouvoir. Et il s'est aperçu que c'était un mensonge lorsqu'il a vu le président français passer devant le perchoir de l'ONU pour dire que quand il était au Congo, il a dit à Kabila que c'était ton dernier mandat. C'est là où le Félix Tshisekedi était surpris. Mais en réalité, c'est l'Occident qui l'a mis en place et qui lui a donné tous les deux mandats. Alors, vous avez... Et puis c'est l'Occident qui s'est battu pour réunir les gens, pour mettre les gens d'accord. Parce que la guerre était soutenue par l'Occident. Nous retenons que pour la société civile patriotique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange n'avait pas raison, en tout cas, de tenir son discours. Il n'avait aucune raison de parler de ça, parce que lui, ce n'est pas lui de parler, parce qu'il a fait pire que ça. Alors, la situation elle-même, la situation sécuritaire que nous traversons, que la République démocratique du Congo traverse aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire déjà avec l'arrivée ici de Karim Khan, qui est le procureur général de la CPI, est-ce qu'on peut se dire déjà que son arrivée ici, le fait qu'il ait foulé ses pieds les sols congolais, ça annonce déjà de bonnes choses? Je vais d'abord, avant de répondre à cette préoccupation, l'opinion doit savoir que le changement opéré par l'Occident contre Kagame, ils ne l'ont pas fait par bonne foi, parce que par contrainte. Parce que l'Occident ne peut pas s'imaginer qu'avec les réseaux sociaux, actuellement, Kagame pouvait tuer autant de personnes à Goma. Parce que, et puis, on ne peut pas savoir, imaginez que les Congolais pouvaient savoir qu'ils étaient derrière Kagame. Alors, c'était qu'ils ont constaté que l'opinion congolaise avait déjà l'information. Et à leur niveau, en Occident, ils se sont divisés. Ils se sont divisés et une grande partie qui n'était pas d'accord avec lui a décidé de pouvoir dénoncer la présence de l'Occident dans ces coups-là. Okay. Ça fait que oui. Il a pris la décision de pouvoir dénoncer et ça fait que les choses ont changé. Mais vous savez ce qu'ils ont fait, oui. Ce n'est qu'une partie remise. Parce qu'en fait, imaginez-vous que le Congo, le président Tshisekedi, soit parti au Rwanda, tuer 3000 personnes. Vous pensez que le président Tshisekedi serait au pouvoir? Aujourd'hui, on serait en guerre avec l'armée occidentale. Parce qu'il s'agit de Rwanda, qui avait déjà des garanties de l'Occident, qui avait les armes de l'Occident, qui avait l'argent de l'Occident, pour tuer, avec mission d'exterminer les Bantous. Alors, mais ils se sont rendus compte qu'il a mal opéré, et en public et visible, ça fait qu'il s'est rebuffe. Il éloigne. Mais en réalité, il a fait le boulot qu'on lui avait donné, mais malheureusement, il a mal fait. Il a mal fait. Aujourd'hui, plusieurs compatriotes congolais ont perdu de leur vie. Et tout de suite, là, vous venez de dire que l'opinion internationale commence un peu à changer. Donc, c'est pour dire que l'arrivée du procureur général de la CPI ici au Congo, ça annonce déjà de bonnes choses. Parce que nous avions déjà gagné au niveau de la Commission des droits de l'homme à Genève. Okay. Lorsque nous avons gagné au niveau de la commission demande une enquête. Okay. N'est-ce pas? Oui. On prend ils ont pris le dossier, ils ont transmis à la CPI doit commencer l'enquête sur la demande du Congo. Donc la CPI est venue pour pouvoir, la chose que nous avions demandée et qui n'a pas été obtenue, nous l'avons gagnée maintenant. C'est maintenant que la CPI a pris l'initiative de venir pour pouvoir régler le problème que nous avons réclamé pendant plusieurs années, d'obtenir l'arrestation de tous ceux qui sont tentés de troubler le Congo. Tous ceux qui sont tentés de troubler le Congo, notamment. Soyez rassurés que Kabila, on va l'arrêter. Nanga, on va l'arrêter. On va arrêter beaucoup de gens qui sont dans le complot. Ils vont se retrouver à la CPI. Kabila va vieillir et mourir à la CPI. Lui, il va mourir à la CPI. Parce qu'il a fait tellement le mal qu'on ne pourra pas le lâcher.
Les gens qui nous suivent penseront peut-être que vous avez un problème particulier avec lui. J'ai un problème particulier avec Kabila parce que Kabila détruit notre pays. J'ai un problème particulier. C'est le détruit notre pays. Tout le monde te pense que le pays et moi, c'est pas en quoi. Quand tu détruis le pays, je peux te laisser comment? Il a travaillé contre le pays, il a détruit notre pays. L'héritage de nos enfants. Il a détruit, il a vendu le Congo à l'Occident. On a tué 10 millions de personnes. On a tué 10 millions de personnes au Congo. Lui était au pouvoir. Il a facilité ça. Donc moi, je dois maintenant, quand je parle de Kabila, je dois le parler comme si c'était un président. C'est un criminel. Et les procureurs de la CPI qui a foulé plutôt ses pieds ici, est-ce que cette arrivée ici, ça annonce des sanctions contre quelques personnalités? Et je te dis que même Kagame là, il va être arrêté. Même Kagame là, il est arrivé à la fin. C'est ça l'Occident. On t'utilise et à un moment donné, tu deviens gênant. Kagame est devenu gênant. Si on ne les tue pas, on va l'arrêter. Est-ce qu'il y a quelque chose entre la résolution 2773 prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'arrivée du procureur général de la CPI ici? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ce qui est la résolution, c'est politique. Okay. Mais l'arrivée du procureur, c'est lié à la décision qui a été prise à Genève, à l'Assemblée des droits de l'homme. Okay. C'est là où cette décision-là qui a débouché sur l'arrivée du procureur. Vous avez bien accueilli quand même cette résolution-là. Mais je ne pouvais qu'il l'accueille favorablement. Okay. Parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Il n'y avait pas d'autre alternative. Je pouvais l'accueillir favorablement. Et je me dis qu'il y a quand même une avancée. Parce que tout l'Occident était déterminé à pouvoir exterminer le Congolais et prendre le sol. Prendre le sol derrière Kagame. Mais lorsque il y a eu, avec toute la pression au niveau de marches qui sont passées en Europe, au niveau des informations en ce qui concerne les tueries des gens, ils ont changé leur stratégie. Ils se sont trouvés qu'ils étaient exposés par Kagame. C'est ce qu'ils ont changé après cette décision pour qu'on puisse les coincer. Alors, avec ces actions, peut-on aujourd'hui confirmer que la voix de la République démocratique du Congo commence à se faire entendre dans l'échiquier international? La voix se fait entendre parce que nous avons une femme très compétente au niveau des affaires étrangères. Tu vois, le problème au Congo, c'est l'incompétence. Beaucoup de gens qu'on nomme ici au Congo, les ministres, tout ça, sont très incompétents. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il va là-bas, on a les gouvernements de Warium, s'il te plaît, tout quelqu'un parce qu'il parle français, il est avocat. Il ne sait pas quand il va aux affaires étrangères, il va aux Nations Unies, il ne connaît pas des procédures. Le Congolais ne connaît pas des procédures. Tu as vu cette femme qui est ministre des Affaires étrangères, il connaît des procédures. Il a travaillé aux Nations Unies. Madame Thérèse. Il a travaillé aux Nations Unies. La première ministre a travaillé aux Nations Unies. Ils connaissent les instruments internationaux, comment les utiliser. Et là, ils utilisaient ça, les instruments internationaux, que les autres ne savaient pas utiliser, parce qu'ils étaient incompétents. Ça marche. Ça va aujourd'hui, comme quand vous la regardez, elle est préoccupée. Est-ce qu'il y a encore de l'incompétence aujourd'hui dans les chefs de certains de nos dirigeants? Mais la compétence, donc, la femme a prouvé qu'elle était très compétente, parce qu'on est il connaît la procédure. Il est bien entouré. La première ministre, la même chose. Ils ont compris ce qu'ils devaient faire. Tu as vu, si c'était la femme, si c'était un homme congolais qui était Premier ministre, et cette femme-là, à la place d'un homme, on n'aurait pas les résultats qu'on a eu là. Parce que généralement, les hommes sont incompétents. Généralement. À part le Congolais, on va prendre l'enfant de tel, on va le mettre, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, on a recouru à cette femme qui a eu une formation internationale et qui a travaillé aux Nations Unies et qu'on comprend comment ça fonctionne. C'est pourquoi ça marche. Si vous ne parlez de vos cousins, vos neveux, vous le mettez, les ministres, les conseillers, ça ne marchera pas. C'est pour la première fois qu'on arrache quand même cette résolution. On aurait pu arracher ça depuis longtemps parce qu'on a mis les gens incompétents pendant plusieurs années. Ça n'a pas marché. Ok. Et aujourd'hui, on l'a arraché quand même. On l'a arraché, oui. Alors, parce qu'il a mis tout le monde au coin devant ses responsabilités, mais les gens ont réagi. Avoir un peu ce changement d'opinion du côté de la communauté internationale, est-ce que les dialogues tels que voulus par la CENCO et les CC a encore son pesant d'or, vaut encore son pesant d'or? Le président Félix, on peut tout lui reprocher. On peut tout lui reprocher. Le
mal du président Félix, que moi je déplore, c'est la lenteur dans la prise de décision. Ok. Ça au moins, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que la lenteur dans la prise de décision. La lenteur dans la prise de décision, ça, je ne suis pas d'accord. Par exemple, quelle décision? Il y a les réformes qui devaient y avoir au niveau de l'armée. Ces réformes devaient être rapides. Il n'a pas fait. Je pense que le problème, Félix, il est le salut pour le pays. Je prie chaque jour parce que je constate que dans son cœur, il n'y a pas la haine. C'est à cause de ça que ce pays-ci continue à vivre. S'il y avait la haine, aujourd'hui on serait en guerre. Même si à sa place, c'était Sidon qui aurait pris ce pouvoir, le pays ici allait disparaître. Avec le piège qu'Abil avait monté. Si c'était Fayoulou, il n'allait pas faire 3 mois. On allait les tuer. Si c'était Mbemba, on allait faire 1 mois. Parce qu'ils étaient rapides. Il fallait tout de suite arrêter Kabila. Pour Kabila avait piégé le pays. Vous constatez que même quand il y a eu la guerre ici, les gens obéissent plus à Kabila. Ils obéissent à Kabila. C'est-à-dire que s'il serait parti vite, on serait dans une situation incontrôlable. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait dialogue. Incontrôlable. Il faut qu'il y ait incontrôlable. Le pays a été piégé. Félix, c'est un grand homme de Dieu. Il a le cœur de David. Il était patient. Ça nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Ça nous a amené à découvrir que le combat que nous avons, ce n'est pas le problème que nous avons, c'est le problème que nous avons avec le monde entier contre le Congo. À cause de sa patience, à cause il se fait faible, il faut rencontrer, négocier. Mais néanmoins, il était lui. On n'aurait pas, le pays allait disparaître. Mais néanmoins, je suis d'accord avec vous que il y a beaucoup de choses à faire. Il laisse laisser aller les gens de tout l'argent de la République. Il a mis un mécanisme en place, notamment l'IGF et d'autres mécanismes de contrôle. Parce que comme le vol est dans le sang du Congolais, s'il faut arrêter, il faut arrêter tous les Congolais. Il a mis en place le mécanisme pour empêcher le vol. Au moins ça, il a réussi. Alors, il a réussi. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, Félix n'arrête pas les gens, mais il ne va pas arrêter tout le monde à la fois. Il faut arrêter tout le monde à la fois. Tout le monde est voleur. S'il faut arrêter les gens, s'il faut tuer tout le monde à la fois. Donc voilà. Et puis il n'a pas eu les gens qui devaient l'accompagner. Félix, il pouvait avoir la stratégie de combattre le détournement, de combattre. Mais il devait le faire avec qui? Parce qu'il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. La révolution, on le fait avec les gens qui sont dans la même option que vous. Tout le monde est voleur. Sa famille sont des voleurs. La société, les amis sont des voleurs. Les Congolais pris entièrement sont des voleurs. Donc il s'est rendu compte qu'il est seul. La meilleure façon de s'en sortir, pour qu'il n'y ait pas un complot contre lui, comme il l'a fait avec Kabila le père, serait de mettre en place le mécanisme pour empêcher le vol. Au moins ça, c'est génial. On nous fait déjà signe que nous arrivons vraiment à la fin de notre entretien, monsieur Joseph Godé Kayembe. Une dernière question, peut-être parce que ma récente question, vous n'avez pas répondu sur le dialogue de la Cinco. Mais dialogue de la Cinco et de l'autre côté, le chef de l'État qui parle de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est opportun les deux actions? D'abord, cette histoire du dialogue. Tu sais, Félix, avec sa démarche, il a permis aux gens qui ne veulent pas s'exprimer de s'exprimer. Le pouvoir apparaît faible parce qu'on permet à ces gens-là qu'on appelle évêques de prendre l'initiative à la place de l'État. Ça n'existe pas au monde. Ce qu'ils font là, ça n'existe pas au monde. Quel est le format même de ce dialogue? Ça n'existe pas au monde. De quel droit? Qui leur a donné la légitimité de pouvoir commencer à consulter les gens? C'est un complot. Et aller voir même les chefs d'État. Aller voir le chef d'État. C'est le travail qui a été fait par l'Union européenne. L'Union européenne qui est derrière Kagame. C'est l'Union européenne qui utilise les prêtres, qui arrange des rendez-vous partout ailleurs et qui veut pousser Félix au dialogue pour obtenir le même résultat que Kabila nous a laissé ici. Armée affaiblie, civil sécurité affaiblie, et ainsi de suite. Donc ce sont eux, l'Union européenne, qui utilisent les prêtres pour faire ces choses-là, les évêques. Parce qu'un évêque, il a quel pouvoir pour appeler un président de la République pour qu'il être reçu. Et puis il est reçu le même jour avec les guettes. L'autre, ça où? Ce sont eux qui arrangent tous ces rendez-vous-là.
Donc pour amener, pousser Félix. Donc ça n'a plus d'importance ce dialogue. C'est une histoire qui va nous amener en arrière. Ça n'a plus d'importance. La position que Félix a prise, c'est une position très bien, qui nous permet de rester ferme et de continuer à organiser notre armée pour contre-attaquer. On va les contre-attaquer. Ceux qui vont subsister, on va les contre-attaquer, on va les chasser. Ce n'est pas la première fois que le Congo a eu la guerre à l'Est. Au bout, on a eu aussi. On va les contre-attaquer, ils vont partir. Plutôt qu'aller dans cette histoire de dialogue qui va nous reculer, où il y aura des concessions qui vont se faire, qui vont faire que le Congo, avec le gouvernement d'union nationale, un pays inutile. Avec un gouvernement d'union nationale. Je crois que le gouvernement d'union nationale qu'il faisait faire, je crois que dans sa tête, c'est pour mettre les gens efficaces. Parce que le fameux gouvernement, avec les politiciens, où ils ont mis leurs clients, les gens qui travaillent pour leurs comptes, qui travaillent pour les comptes des partis politiques. Je vois que ce gouvernement n'est pas à mesure de produire les résultats escomptés. La preuve, on attaque le Congo, tout le monde a peur, personne ne parle. Ça montre que ce sont des gens qui ne sont pas à leur place. C'est avec un Bemba. Bemba, c'était un chef qui est parti. Vous avez vu le ministre de la Justice. Ce sont les gens qui sont engagés pour les autres ministres, tu les as vus, ils ont disparu. Vous pouvez faire aussi partie de ces nouveaux gouvernements, si on vous consulte. Je suis un patriote congolais. Si ce n'est pas une condition pour moi pour défendre ce Congo ici. Je ne peux poser une condition. Moi, naturellement, je suis patriote. Je ne me bats pour la République depuis mon jeune âge, quand j'étais encore étudiant. Alors, vous pensez que pour que je parle pour la République, il faut qu'on me donne un poste? Monsieur Joseph Godé Kayembe, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir en une phrase de tout ce que nous venons de dire ici? En une phrase, les Congolais doivent espérer. La situation de Kagame est finie. La situation de Nanga est finie. Quand vous voyez actuellement le procureur de la CPI au Congo pour venir régler le problème de massacre au Congo, c'est fini pour tous ces gens-là. Deuxièmement, les gens doivent savoir cette histoire de Rwanda a dit, Rwandais dans la gestion de notre pays, cette histoire-là est finie. Kagame est fini, cette histoire-là est finie avec Félix. Les gens doivent retenir cette histoire de dialogue avec les évêques. C'est l'Union européenne qui est derrière ça pour encore nous retourner en arrière. Donc il faut suivre le pas du président. C'est déjà du dialogue nous amène nulle part. Le gouvernement d'union nationale, il faut que les gens acceptent, les politiciens acceptent de pouvoir faire de grands, les responsables qui ont la vision claire pour la République, acceptent de s'impliquer pour que nous fassions une force commune, susceptible de pouvoir mener une politique devant permettre à ce que nous puissions avoir la paix pour récupérer les provinces qui sont entre les mains des barbares. Entre les mains des barbares. Il faut que ces gens-là, cette histoire soit récupérée le plus rapidement. On ne le récupère pas avec les gens moins intelligents. On le récupère avec des stratèges. Des gens intelligents qui doivent réfléchir. Comment mettre en place le mécanisme et la stratégie pour bouder les ennemis. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Godé Kayembe. Nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes président national de la Société civile patriotique du Congo. Merci d'avoir été les nôtres pour cet entretien. Merci aussi à vous tous, fidèles téléspectateurs. Vous nous avez suivis partout à travers la République démocratique du Congo, à travers aussi le monde, parce qu'aujourd'hui vous pouvez nous suivre avec votre smartphone. Il suffit seulement d'avoir votre application Blue OTT International. Merci, le Congo est nôtre. Voilà l'exemple d'un compatriote qui ne lutte que pour le bien-être de la République démocratique du Congo et de sa population. Restez branchés sur nos antennes et très prochainement, nous allons nous retrouver encore dans le cadre de cette émission Espace Libre d'Opinion où chacun donne son opinion. Vous avez suivi son opinion. Venez aussi donner la vôtre. Vous serez bien reçus et bien accueillis. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Benicinda, Dieu merci Bongo, ainsi que tous nos autres compatriotes qui nous ont aidés pour que nous arrivions chez vous. Merci à vous, M. Godé. À moi de vous remercier. Merci beaucoup. Restez branchés sur nos antennes.